Tout part d'une tragédie, tout part quand même d'un décès. On t'arrache cette personne dans ta vie. J'ai eu la chance d'avoir un entourage sain qui m'a dit mais rebondis, pose un genou à terre, pas le deuxième. Il y a d'autres choses, il y a d'autres opportunités. Mais sans ce décès, je serais jamais allé au Québec. Bienvenue sur le podcast J'ai de la chance, à comprendre, aider sa chance. Je suis Maxime Trauma, je suis persuadé que la chance, ça se provoque. Je reçois des invités captivants et on va tenter de décortiquer leur logiciel interne, poser des questions intimes pour comprendre comment ils ont provoqué le destin. Donc merci de nous suivre, merci de vous abonner et de commenter. Salut Ben. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour Maxime. On fait comme si on s'était rencontrés il y a 1 heure. On s'est rencontrés il y a 1 heure. On s'est rencontrés il y a 1 heure. Il y a pas mal d'années maintenant. Il y a pas mal d'années, ouais. Merci d'être là. Avec plaisir, merci de l'invitation. Eh ben, tu fais partie des gens que j'avais envie de recevoir pour plein de raisons. D'une part, parce que j'admire beaucoup tout ce que tu as fait. Merci. Parce qu'aussi, tu as réussi à un twist particulier, parce que tu es dans un milieu quand même assez regardé, pour le coup. Il pose des questions très sérieuses, mais il m'a quand même mis des chaussons. Voilà, on est en chaussons. Ça, c'est pour le confort. Faut vraiment que vous le sachiez. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, au contraire. Parce que je l'ai eu dans ma trajectoire, là, dans ma ligne de mire. Ils te vont très très bien, Et d'ailleurs. c'était très cadré pour des gens avec des chaussons requins. Excuse-moi, vas-y. Sans faire... Ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Le sujet, c'est que au-delà de l'aspect très sérieux de ce podcast, qui ne l'est absolument pas, c'est de comprendre comment, et tu vas te présenter pour ça, Ouais. comment tu as réussi déjà à faire des spectacles. Et tu fais des spectacles finalement. Je produis des spectacles. Dis-nous comment tu produis des spectacles. Alors, moi, je m'appelle Benjamin Demey, je suis producteur depuis 15 ans, producteur de spectacles vivants, donc particulièrement en humour. Je fais aujourd'hui du cinéma depuis 5 ans et de la restauration parce que ça nous amuse de recevoir nos artistes ça nous amusait de recevoir nos artistes dans un restaurant et parce que je me suis entouré d'associés avec qui on a grandi et avec des envies qui ont évolué au fil du temps et donc ça a diversifié notre groupe et puis ça participait aussi à ne jamais être dépendant d'une activité et peut-être une hyperactivité dans ma tête aussi qui est de faire plein de choses en même temps. Mais bon, bref, un joyeux bordel. Explique comment à quel moment, là tu nous expliquais un peu ce que tu avais, le groupe, etc. Ok, comment super. ça commence ? Moi je veux savoir, Benjamin petit, pourquoi ? Alors, tu sais que je l'ai analysé il n'y a pas très longtemps ça. Ah, ça me fait plaisir. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années parce qu'on vit des choses, on est dans un secteur très humain. Et donc, tu es sans arrêt affecté par plein de paramètres et tu es obligé, que tu le veuilles ou non, de travailler sur toi à un moment donné pour raisonner différemment, grandir, être parfois moins dans l'ego, etc., etc. Donc, c'est un chemin entrepreneurial, mais c'est surtout un chemin personnel hyper intéressant ce que je vis. Et en fait, il y a quelques temps, je me dis, mais pourquoi je travaille en humour ? Alors, je fais de l'EMDR, tu sais, j'essaye, je me suis mis à faire une psychanalyse il y a quelques mois pour essayer d'évoluer dans les gens, voilà, dans la personne qu'on est, et je le conseille parce que ça fait du bien. Et je fais une séance un jour et je me rends compte que j'ai vécu un choc dans ma vie. J'ai 9-10 ans. Je suis t'es quoi ? T'es au début du primaire à 10 ans, un truc comme ça ? Moi j'étais à la fac déjà, mais C'était oui. déjà à la fin, Ouais. pardon. Et je fais un spectacle de fin d'année. C'était une fable de La Fontaine. C'était Le Loup et le Chien Maigre, un truc comme ça. Et je suis assez gros à cette époque. Même voire. Et je joue le Chien Maigre. Et donc je suis dans un costume de Chien Maigre qui n'a pas 1 centimètre de dispo. Vraiment, il n'y a pas 1 centimètre de dispo. Et je me souviens, ce souvenir revient à moi, où je suis donc en backstage. Et le costume craque au niveau des fesses, tellement il est petit pour le gras que j'ai apporté avec moi. Et je rentre sur scène et je dis bonjour, je suis le Chien Maigre. Et là, il y a 600 parents d'élèves qui explosent de rire. Et je pense que ça a créé en moi un truc je sais pas une revanche, mais une espèce de volonté, si tu veux, d'aller vers ce secteur-là et de continuer à faire rire et à ma manière, de motiver des choses comme À ça. ce moment-là, tu le vis mal, ce moment, où tout le monde se marre. J'ai 10 ans, donc si tu veux, tu le vis un peu inconsciemment. Tu prends pleine face. Et... Je pense que notre chemin de vie construit ce qu'on est aujourd'hui. 100%. Tu vois, un deuxième fait assez intéressant de comment je rentre en production, parce que c'est ça qui est... Souvent, la vie, elle est mal faite, mais elle est bien faite, en réalité. Je m'explique, à 18 ans, je perds mon premier amour de jeunesse, qui s'appelait Audrey.
qui décède du jour au lendemain. Et mon frère est humoriste à cette époque au Québec, il l'est encore aujourd'hui. Et c'est une tragédie, ce que je vis à ce moment-là. Et il me dit, viens à Montréal, il y a le festival Juste pour rire qui commence dans 3 mois. Je te trouve un poste d'assistant producteur. Et donc moi, je suis effondré. Et effectivement, ce qu'il me propose est assez pertinent. Je change de pays, je change d'entourage, je change de gens, je change de ville. Tu changes tout l'air autour de toi. Voilà, tout pour continuer à avancer et trouver des solutions pour me reconstruire, quoi. Et je deviens assistant producteur du festival ZooFest, qui est le off de Juste pour rire. Donc en gros, tu vois, c'est comme le off d'Avignon, c'est des trucs un peu à l'arrache, c'est des prix à 9 balles, ça joue dans des boîtes de nuit, sur des rooftops, dans des caves, avec tous les humoristes français. J'ai 18 ans et globalement, je m'occupe de mettre des cacahuètes dans les loges, de distribuer des flyers place des Arts à Montréal où il fait 49 degrés à l'ombre, mais je vis ma best life. J'ai des petits scooters électriques, t'as ton badge All Access, je suis au max de ma vie. Et je rencontre à cette époque-là Kev Adams, le comte de Wouderbala, Baptiste Le Caplin, Verino, Arnaud mais qu'on le même âge, qu'on en plus même génération. Ils ont 15 ans de moins, c'était il y a 15 ans, et ils sont tous en début de carrière. Kev, il n'a pas encore fait Ondar, le comte de Wouderbala, il est dans des 200 places. Ils sont tous, Albert Ivanov, tous ces mecs-là, ils sont en train de commencer, quoi. C'est des jeunes Français qui essayent de percer en humour. Et toi, tu te retrouves là. Et je me retrouve le premier soir du festival autour de cette table avec plein d'artistes. Et mon boss à l'époque, Martin Durocher, vient me voir le lendemain et me dit « Écoute, j'ai compris que tu avais une appétence particulière avec les artistes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je te donne des coupons bières illimités. Tu arrives au bureau quand tu veux. Mais tu t'occupes des artistes jusqu'au bout de la nuit, tu les emmènes en boîte de nuit, ils se bourrent la gueule et ils repartent dans l'avion heureux. Voilà, c'est ton boulot maintenant. » Donc je me retrouve à gérer les artistes et à créer des relations avec eux. Donc je passe évidemment le meilleur mois de ma vie à cet âge-là. Et je repars à Dijon, parce que je suis originaire de Dijon, dans mon école de commerce. Et 3 mois après, on avait un projet interne à l'école à organiser avec des potes. Alors, soit tu vas gérer la boîte de vin, de négociants de vin de local, soit machin. Et je dis à mes potes, écoutez, j'ai 2 numéros dans mon téléphone portable. J'ai Kev Adams et le comte de Wouderbala. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'amphi théâtre. Il y a 400 places. On vend des places à 5 euros. On vend des parts de pizza à 2 balles. Et on fait venir 2 artistes. Il n'y avait pas de comédie club à l'époque. Donc, les mecs, ils avaient besoin d'aller trouver des scènes pour tester des vannes. Ouais. Et on met 3 lumières, un micro et on fait une soirée d'humour. Ça cartonne. Te voilà producteur. Non, je me voilà organisateur d'une soirée qui fait sens pour moi. Où là, je me dis, ok, là, je tripe. Là, je vois rire des gens. Je vois des gens qui passent une bonne soirée. Il y a un mélange, il y a une espèce de communion qui fait que c'est cool, tu vois. Et je me mets à présenter la soirée pour introduire l'artiste comme tu le fais de manière générale. Et puis, donc, les 2 soirées se passent très bien. 6 mois plus tard, j'ai un stage à faire en entreprise. Et je vais voir mon directeur d'école, Stéphane Boursieux. Je suis très reconnaissant de ce mec parce qu'il a su comprendre où est-ce que je voulais aller à cette époque-là. Et pour moi, ça a été un virage. En tout cas, ça a été assez important de tomber sur un directeur d'école qui comprend un jeune et qui n'est pas dans le truc assez logique et dire non, mais fais ton stage chez Bouygues Télécom, fais pas chier et rentre dans les rangs, tu vois. Et je lui dis, écoutez Stéphane, je veux créer un festival, donc je veux faire mon stage dans ma propre association, quoi. Et il me dit, ok, je t'encourage, vas-y, je t'autorise à faire ton stage, non pas en entreprise, mais dans ton entreprise. Et donc je lui dis, je voudrais créer, comme la course croisière de l'EDEC, ou le 4L Trophy, déjà le mec un peu boulard, la même chose, mais en humour. Et on fait un festival d'humour, et on fait le tour de France, et on prend plein d'écoles, et on propose aux étudiants de faire les premières parties. On prend les 5 meilleurs, on va les amener à Paris, on fait une grande soirée au Casino de Paris, et on va élire l'étudiant le plus drôle de France. Et ça s'appelle le SC LOL Tour. Et ça s'appelle le SC LOL Tour, c'était la première édition, et qui s'est transformé en Campus Comedy Tour. Exactement. Sauf qu'après avoir dit ça, mon gars, t'as un téléphone, un ordinateur portable, personne t'attend. Donc il faut convaincre école par école, machin, etc. Et tu te lances sans avoir la moindre idée des difficultés que tu vas avoir à prendre dans la gueule. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait que tu te lances finalement ? C'est l'inconscience. Oui. Je suis complètement inconscient de savoir les difficultés auxquelles je vais être lié après, tu vois. Donc je me lance, j'ai 5 écoles la première année. Et il y a 5 participants, donc autant dire que j'ai 100% des étudiants qui montent à Paris. Mais on fait une grande soirée au Casino de Paris. C'est complet. Après le Casino de Paris, on prend tous les élèves de toute la France, on va les amener au Moulin Rouge, on fait une soirée électro, c'est complet, c'est génial, on est à fond.
Je travaille vraiment très fort à ce moment-là. Ça dure combien de temps le campus community? Ça va durer 10 ans, cette histoire. On est capté par Canal au bout de quelques années. On arrive à 50 écoles partenaires. On fait 40 000 spectateurs à peu près par an. Et on sort surtout des mecs comme Paul Mirabel, comme Nordine Gonzo, comme Nino Arial. Ces mecs-là sont passés par le Campus Comedy Tour. Alors, eux, ils étaient en école de commerce? Ils étaient en école de commerce ou en université. Et en fait, le Comedy Tour est venu les prendre dans leur école et leur a fait leur première scène. Ils ont été captés et on a ouvert cette première porte du monde parisien qui était va dans un comédie club, faire des scènes, etc., etc. Et ensuite, ils ont fait leurs rencontres, ils ont construit eux-mêmes leur carrière. Et nous, on a été juste une porte ouverte, un endroit qu'ils ont su prendre, leur choper. Coup de chance, quoi. En gros, ils ont pris ce coup de chance. Voilà, qu'ils ont décidé de bosser, etc. Et donc, c'était pour moi une grande fierté aujourd'hui c'est pour moi une grande fierté aujourd'hui de voir des mecs qui remplissent des zéniths et de se dire, putain, on a créé un début d'histoire ensemble il y a quelques années à travers ce festival qui était associatif et qui n'avait pas réellement il n'y avait pas de stratégie. Il y avait juste une envie de créer un truc que j'aurais aimé voir dans mon école. J'ai toujours raisonné comme ça à travers les projets. C'est qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que j'aimerais sentir, qu'est-ce que j'aimerais vivre comme émotion, où est-ce que j'aimerais aller en termes de show, en termes d'artistes, en termes d'œuvres en fait. J'ai toujours raisonné comme ça. La rentabilité est toujours venue après. J'ai jamais. J'adore le pognon. Je vais pas te le cacher. Mais non, mais c'est plus facile que dans ce sens-là. C'est que tu te dis, tu commences par faire un truc qui te passionne vraiment. Tu le fais bien parce que ça te passionne. Ouais. Et du coup, tu arrives à le monnayer parce que t'es pas con. En fait. Parce que le campus Comedy Tour, ouais. à un moment donné, c'est quand même rentable, tu bosses dessus. Ouais, toi, c'est ton quotidien, tu fais que ça. Alors, t'es plus à l'école. À un moment donné, les 3 premières éditions, je suis encore à l'école. Je tombe malade à la 2e édition. J'ai une espèce de... un truc au poumon qui me paralyse sur mon canapé pendant un mois. Un truc un peu grave, une espèce de pneumonie. C'est le corps qui parle parce que j'étais épuisé. La journée, j'étais en cours. Je prenais un train à 17h pour être chez Randstad le lendemain matin à 8h. Et je reprenais un train pour être en cours à midi. Et en fait, je switchais entre les partenaires, les machins, etc. J'avais une double vie, j'en pouvais plus. Et donc, un jour, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, écoute, là, ma santé me dit qu'il faut que je fasse un choix. Et en fait, pardon, mais les mathématiques financières, c'est vraiment pas ma passion. En revanche, monter des événements et produire et créer des moments, ça me passionne. Et là, à ce moment-là, et donc, j'arrête mes études. Ok, et là, tu es accompagné, tu as une mère qui est compréhensive, Ouais, j'ai eu l'immense chance d'avoir aussi une mère compréhensive qui nous a toujours encouragés tout en nous donnant une espèce de réalité. En fait, elle avait déjà vécu ça avec mon frère 8 ans avant, qui avait aussi fait une école de commerce à Marseille. Mais elle nous avait toujours dit, faites une école de commerce, ça va vous donner un bagage. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Et si vous vous plantez au bout de 3 ans, au moins, vous aurez un diplôme et vous pourrez si tu veux, réembrayer dans un truc un peu plus classique. Mais vous aurez la liberté de vivre vos rêves. Et j'ai eu l'immense chance d'avoir une mère qui m'a permis de vivre mes rêves. Parce que je conçois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas égaux par rapport à ça. Sans parler de moyens, sans parler de classe sociale ou autre, c'est juste de mentalité. Elle nous a mis dans un mindset en disant c'est possible. Si vous vous donnez les moyens, c'est possible d'y arriver. La confiance qu'elle va te donner, bien sûr. D'avoir un parent qui te donne cette force-là. Et donc, du coup, il n'y a plus de barrière. Tu te dis pas, non, c'est impossible, c'est pas pour moi. Ma propre mère me dit que c'est possible et elle m'encourage. Et donc, ma mère m'a dit, écoute, ok, t'arrêtes tes études. Et mon directeur, Stéphane Bourcieux, dont je te parlais, me dit un deuxième truc cool, il me dit « Ok, t'arrêtes tes études, et si ça marche pas dans 2 ans ou dans 1 an, tu peux reprendre au même endroit. » Ce qui est complètement interdit. Golden Ticket, c'est... Golden Ticket. Ah ouais. Donc, j'ai une chance inouïe, et ils ont eu raison de me donner cette chance, parce que j'ai jamais repris mes études, et mes entreprises ont démarré à ce moment-là, parce que j'avais tellement envie, et que j'avais faim de tu sais que tu peux y retourner s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Je peux y retourner à 45 ans. J'ai vraiment Golden Ticket, il n'y avait pas de date limite. Non, il n'y a pas de date. Je peux terminer par mes études à 60 ans. Magnifique. Et donc, ma mère me dit, écoute, je te subventionne. J'avais un appartement dans le Marais qui faisait 18 mètres carrés avec mon meilleur pote, Adrien Sanson. 18 mètres carrés à 2. On payait 350 € chacun. Et j'avais 500 balles pour vivre. Et j'avais un petit bureau dans Paris où je passais mes coups de téléphone et où je faisais mes premières rencontres et j'allais dans les comédie clubs, etc. Et je chopais les opportunités qu'on peut appeler de la chance
d'aller rencontrer des artistes. Et le Comedy Tour m'a amené tellement de bonnes choses. C'est pour ça que je te disais que tout part d'une tragédie. Tout part quand même d'un décès et de quelqu'un qui... on t'arrache cette personne dans ta vie. Et j'ai eu la chance d'avoir un entourage sain qui m'a dit mais rebondis, pose un genou à terre, pas le deuxième, il y a d'autres choses, il y a d'autres opportunités. Mais sans ce décès, je serais jamais allé au Québec. J'aurais jamais rencontré ces artistes, j'aurais jamais eu l'idée de ce festival, et j'aurais jamais eu Maxime Gasteuil, qui est mon premier artiste de toujours et mon ami, qui m'a appelé et qui m'a dit je veux participer au Comedy Tour. Et puis que je suis allé voir et que j'ai fini par produire, et ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble, et on a fait des films et des tournées de Zénith, et c'est une très belle histoire qui s'est écrite, mais sans ce truc tragique où je me dis ok, je prends une décision, je me casse, bah, peut-être que je serais resté comme tous les jeunes de 19 ans, fou amoureux de son premier amour de jeunesse, à Dijon, à faire un stage au bout de la rue pour être capable de la retrouver tous les soirs. Donc c'est en ça que je te dis que la vie par moment est une connasse, mais ça finit par être toujours utile parce que elle t'emmène. Je considère aujourd'hui que les mauvaises nouvelles sont là pour quelque chose. Et en fait, c'est vachement important dans ton spirit parce que, pardon, je me suis vraiment bouché les oreilles en faisant ça. Quand tu dis spirit, c'est pour donner un côté un petit peu... un peu USA. Un peu Palo Alto. Tu veux qu'on passe en anglais maintenant ? Ouais, j'aimerais bien. Ok. S'il te plaît. Let's Ou go. en espagnol. Non, mais c'est hyper important parce que dans la vie d'entrepreneur, tu prends des difficultés dans la gueule tous les jours. Et en fait, notre principale mission, c'est juste de dire, OK, bon, quelle est la solution à ce problème ? Et il est 9h15. Évidemment. Et t'en as 15 autres qui arrivent dans la journée. Et donc, si t'arrives pas à avoir cette mentalité, ce mindset, tu peux péter en plein vol, quoi. Donc, c'est tout ça est très intéressant. Là, t'as parlé de Maxime Gasteuil, t'es allé assez loin là, dans l'histoire. On revient un tout petit peu en arrière. Là, t'es à Paris. T'es pas encore avec Gasteuil, t'es pas encore avec tout ça. Là, t'es en train d'aller chercher tes premiers contrats. Ouais. Tu vas chercher quoi ? En fait, ce que je veux comprendre là, c'est comment on passe d'un type qui a fait une école de commerce, qui a réussi à avoir un golden ticket par directeur, que sa mère dit « Ok, vas-y gars, t'es épuisé. » Et au lieu d'abandonner ton truc de spectacle et de te concentrer dans les études, non, fais l'inverse, va à fond là-dedans. T'es là, comment t'arrives à choper des contrats ? Comment on devient producteur en fait d'humoriste ? Je fais une rencontre d'un gars qui s'appelle Adrien Labastire, qui gérait Golden Moustache à l'époque. C'était ces fameux studios web. C'était YouTube. C'était la mode de YouTube. T'avais Studio Bagel chez Canal et Golden Moustache chez M6. Et il vient voir le Comedy Tour et il cherche des jeunes pour organiser la première cérémonie de remise des awards du digital, qui s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. Awards du digital. Les awards du digital globalement. Et donc je me retrouve à organiser ça avec des youtubeurs. Donc je me retrouve dans les bureaux d'M6. J'ai un contrat, je crois que c'était 9 000 € à l'époque pour organiser la cérémonie. Énorme, 30 ans de loyer. 30 ans de loyer. Enfin, tu vois, mais tu prends tout ce qu'il y a à prendre parce que là, t'es considéré, ton travail est valorisé. Tu dis, OK, mes convictions et mon temps passé vaut de l'argent. C'est la première fois que tu t'envoies une facture. C'est extraordinaire, cette sensation. Et la plupart du temps, t'es en bluff. Hein. Et pour faire un job que tu penses être en plus un passe-temps, c'est pas un job pour moi. Ouais. C'est vraiment ma passion. Ouais, on me paye pour vivre ma passion. C'est magnifique. Extraordinaire. Et je rencontre Jérôme Niel. Et je rencontre tous ces mecs-là qui ont constitué derrière mes artistes. Et où j'ai su créer des relations avec des artistes et des mecs et des gens de manière générale qui me ressemblaient. Et donc il y a eu, tu vois, Jérôme, je le rencontre pile à ce moment-là. Il se trouve que j'ai Pierre Cross aussi, dont on va parler, mais qui m'appelle au moment du Campus Comedy Tour et il me dit, écoute, je viens de voir que tu faisais le Campus Comedy Tour. Je suis chez Dailymotion. J'ai un mini-programme qui s'appelle la Minute à propos. C'est un PowerPoint, comme en cours, sauf que je dis des conneries. Donc les slides, c'est marrant. Et il me dit, moi je veux être sur scène, toi tu veux être producteur, allons déjeuner. Et on va déjeuner au Buffalo Grill, place de Clichy. Un des meilleurs Buffalo Grill d'ailleurs. Un des meilleurs Buffalo Grill. La petite salade d'accueil, elle est le menu délicieuse. Forcément le menu paillou. Et donc, on déjeune un mardi midi avec Pierre et on se dit, OK, viens, on y va, on fait un spectacle. Donc, on va au Sonar, qui est un bar à shot
rue Jean-Baptiste Pigalle, voir le patron qui a une petite salle de 30 places, vraiment hyper glauque avec des tabourets. Et on lui dit, on prend 6 mois ta salle tous les samedis soirs et la minute à propos, on la met en ligne, t'as quelques milliers de vues, on vend des billets à 10 balles et on crée un show comme ça. Sauf qu'on est 2 potes à être payés au chapeau, donc on doit faire 100 balles par semaine, moins la salle qui nous coûte 50 balles, et on remet les 50 balles dans des shots, on est bourré tous les samedis soirs, mais on rigole et on crée un spectacle. Et Pierre deviendra youtubeur par la suite parce qu'il me dit, écoute, moi j'adore le digital, je veux faire une vidéo par jour pendant 1 an, dans 1 an j'ai 1 million d'abonnés. Donc je lui dis, bah vas-y, on y va, et on tente, et on loue des salles, et j'ai misé de l'argent, je savais même pas que je misais de l'argent, enfin j'ai fait des conneries monumentales, mais qui ont créé ma carrière, si tu veux. Donc tout ça pour te dire que je crée le campus Comedy Tour, et puis au fait, à la 3e année, j'ai Pierre Cross qui m'appelle et qui me dit, viens, on fait un truc ensemble, et donc je saisis cette chance en disant, bah vas-y, je veux devenir producteur, et c'est en ayant les mains dedans, et c'est en faisant des conneries tous les deux, parce qu'on est au même stade. Toi, tu montes sur scène, t'as pas d'expérience. Ouais, moi, je monte une boîte et j'ai pas d'expérience. Ouais, très clair. En fait, il y a pas d'ego et on est dans une espèce Chacun de sa safe place porte, ouais, bien sûr. où tu vas faire des conneries, je vais faire des conneries, mais on va grandir ensemble. Maxime, qui arrive 6 mois après et qui fait 4 payants au Théâtre Le Bout. Et lui, Maxime, tu traînes dans les comedy clubs, tu cherches des talents Maxime, il m'écrit, il me dit je veux participer au Campus Comedy Tour. Il a 1500 abonnés. Ah ouais, okay. Et je lui dis, mais t'es étudiant ou t'es humoriste? Il me dit, non, je suis humoriste, je vais être dans les pros, moi. Et donc, je vais le voir au Théâtre Le Bout. Et c'est pas très bon. Mais c'est normal, c'est sa 2e scène. Et je retourne le voir, je sais pas, j'ai un truc en moi qui me dit, je retourne voir ce que devient ce mec 8 mois plus tard. Et il est dans un café-théâtre à Paris. Et je suis touché par 30 secondes de son spectacle. Le reste, c'est de la merde. Et on retravaille tout. Mais je suis touché par 30 secondes où je me dis, OK, si on tire ces 30 secondes de sincérité qui m'ont touché, de vrai, on fera des zéniths. Et je lui dis cette phrase. Et il me dit quand? Je lui dis, alors ça, j'en ai aucune idée de quand on fera des zéniths, mon gars, mais on les fera. Et on s'est pas quitté. Et donc, le lendemain, on s'est rejoint dîner, on s'est bourré la gueule. Et on est devenu potes et on a grandi comme ça. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on rencontre Maxime Gasteuil, finalement, on se bourre la gueule? Un peu. Et pendant 3 ans, on se donne rendez-vous tous les matins à 10h du mat, rue Surcouf, devant chez lui. On n'avait pas plus de taf que ça à l'époque. Moi, mes journées étaient quand même très très libres. Et on fait des vidéos et on se dit pendant 3 ans, celle-là, mon pote, c'est 12 millions de vues, c'est 50 000 commentaires, t'inquiète pas, la carrière elle démarre. Pas du tout, t'as fait 12 000 vues, 32 commentaires, dont un qui dit fils de pute. Et en fait, tu continues, tu mets ton ego de côté et tu reviens le lendemain et tu te tapes dans la main et tu dis bon, demain 10h, même heure, quoi. Et ça avance pas jusqu'au jour où, à force de conviction et à force de dire si on est drôle, si ça nous fait rire à nous, il y a d'autres gens qui vont être réceptifs à cet univers. Et à un moment donné, ça pète. Et la carrière commence comme ça. Et les rencontres commencent comme ça. Et à ce moment-là, je rappelle Kev Adams, que j'avais rencontré, si tu veux, 5 ans avant, où je lui dis, écoute Kev, lui, entre-temps, il est devenu une star. Et donc, on est copains. Et on a cette relation-là assez saine, qui est de se parler entre 2 gars qui commençaient il y a 5 ans, quoi. Et je lui dis, écoute, viens voir Max. T'es très connu, t'as des réseaux que je n'ai pas. Moi, j'ai une connaissance du dossier Maxime Gasteuil. Peut-être qu'à nous deux, ça peut créer des étincelles. Et il vient le voir au Sentier des Halles. Et il sort, il dit, OK, je coproduis avec toi. Et je lui dis, OK, mais j'ai une condition, c'est que je veux que Max fasse toutes les premières parties de Tout est possible. C'était en 2017. C'était le spectacle de Gad et Kev. OK. Donc je lui dis, pour une seule raison, c'est que je veux mettre Maxime devant des 6000 places et installer son show dans une 200 places 3 mois après, dans la même ville, pour voir si les 6000 personnes sont réceptives à cet humour. Il me faut une rampe de lancement. Donc si tu veux, moi à ce moment-là, j'essaye de trouver le moindre levier qui va me permettre un accélérateur, si tu veux, de particules pour la carrière de Maxime, quoi. Donc je chope cette chance-là, qui est de dire, attends, je rappelle ce pote. Et effectivement, ça fonctionne, les salles se remplissent. Il se trouve qu'après, on arrête de travailler avec Kev pour d'autres raisons au bout d'1 an, et je récupère Maxime. Et en fait, on a amorcé la pompe. On a amorcé la pompe de quelques centaines de personnes qui ont vu Maxime partout en France. Et on revient tous les 6 mois, et on continue les vidéos, et on continue de monter sur scène, et on continue de créer, et on continue de perfectionner le spectacle. Et en fait, à ce moment-là, tu rentres dans un truc où ça y est, ça démarre.
Les 300 personnes ont aimé l'œuvre parce que tu t'es concentré. Et donc, elles vont en parler à une personne heureuse, en parle à 6 personnes. Une personne pas heureuse, on parle à, je crois, 4 personnes. C'est une stat. Donc, il y a 6 personnes de plus qui entendent parler de Maxime. Et sur les 6, il y en a 4 qui viennent. Donc, la salle de 300 se transforme en une 800. Et puis, la 800 se transforme en une 1002. Et puis, la 1002, tu la doubles. Et puis, un jour, tu arrives au Zénith. Parce que tu as bien travaillé et que tu t'es pas foutu de la gueule des gens. Et là, c'est ton état d'esprit. Ce que je voudrais comprendre, là, c'est t'es à ce stade où on a compris la carrière de Maxime. On le voit tous sur les réseaux, etc. On voit qu'il a cartonné. Et au moment où toi, tu commences à faire ses premières salles, ton métier, là, c'est plus pour te marrer. Parce que là, tu as vraiment du boulot, du coup. Tu passes de tout seul à forcément une équipe, tu gères quoi et comment en ce moment-là? On est dans la nécessité de se staffer, mais j'ai Malou, ma cousine et associée, qui gère la partie administrative. Moi, je gère la partie artistique. On a une stagiaire qui devient ensuite notre salarié. Donc, moi, je me paye pas, ou elle est au chômage parce que elle a eu un job avant. Moi, je suis à 1002. Je suis resté au SMIC pendant 6-7 ans. Le temps de pouvoir un peu, tu vois, se payer et de réinjecter dans la boîte. Donc, tu mets tout sur ta propre salarié. Tu prends des bureaux de 22 mètres carrés où tu vas chez des potes qui te saoulent un bureau. Et j'ai changé 15 fois de bureau, frérot. Et je changeais une fois par an de bureau. Ou parfois 2 fois par an, quoi. On se retrouvait dans des taudis. Tu fais avec ce que t'as, quoi. C'est bien beau de monter un prévisionnel, c'est super, hein. Un prévisionnel, ça donne un cadre, mais c'est jamais la réalité. Mais dans ce métier, tu as vraiment un prévisionnel? Non, parce que tu as tellement de facteurs qui peuvent complètement faire vriller la courbe que un prévisionnel, ça te donne un cadre. Parce que c'est le secteur, parce que c'est un secteur où tu as de la visibilité, ou parce que chaque personne finalement a une puissance incroyable. Tu parles de Kev Adams, au moment où tu en parles, il remplit des zéniths à l'appel. Ça, c'est quand même, dans votre métier, un déclencheur absolument incroyable, quoi. Ouais, c'est complètement incroyable. La visibilité, d'un coup, on a l'impression, alors, et défend l'argument, mais tu prends n'importe qui de pas trop mauvais qui a un truc à dire, ouais. Si tu le propulses très très fort, il a de grandes chances de réussir par rapport à un autre mec qui est... Ouais, si tu le propulses très 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 fort, mais le propulser, ça veut dire travailler la qualité en amont. Et donc, il faut être patient, et c'est toujours ce qu'on s'est dit avec Maxime, c'est tant que il n'y a pas cette bascule, on est dans une salle et on fait rire 100% de ton public. Donc là, tu es resté résilient avec Max, résilient, Sentier Idéal. Je me rappelle être passé Sentier Idéal quand même un paquet de fois. Et il l'a fait parce qu'il n'a pas changé de spectacle pendant... le premier spectacle, on l'a duré pendant 7 ans. C'est énorme. Ouais. Et ensuite, on l'a mis au théâtre de la Tour Eiffel, qui était en Paris. Le théâtre de la Tour Eiffel, c'est dans le 7e, c'est vers la Tour Eiffel. Il n'y a pas de métro autour. Tout le monde nous disait c'est une erreur monumentale. Et Maxime, on a très vite compris qu'il avait un public assez haut de gamme. C'était des belles femmes, des beaux monsieur, des gens qui avaient de l'argent, parce que un peu bourgeois, tu vois, c'est le genre idéal de Bordeaux. Donc il y avait un truc, et puis Paris-Province, on se foutait de la gueule des bobos, donc tu avais quand même sensiblement des gens qui avaient de l'argent dans la salle. Et donc on a toujours pris des décisions qui étaient sur le papier, pas les décisions les plus évidentes, mais qui pour nous, stratégiquement, représentaient un intérêt. Et si ça marchait, c'était doublement intéressant pour nous. Théâtre de la Tour Eiffel, c'était couillu parce que c'est dans un endroit dans Paris qui est mal desservi. Mais en fait, on se rendait compte que on parlait à la population du quartier et des environs. Et donc, en fait, on a été plein pendant 2 ans. Avant la Tour Eiffel, on avait pris un pari qui était, au moment où ça a explosé, sur ses premières vidéos, où ça fait des millions de vues, on prend l'Européen tous les mercredis, c'était pendant la Coupe du Monde. Et je dis, on prend l'Européen tous les mercredis à 20h, à 21h. Et tout le monde me dit, mais c'est les matchs de l'équipe de France, ta salle, elle sera vide. Et en fait, on a 100% de meufs dans la salle. Parce que le mec est plutôt mignon et que c'est le genre que tu as envie de mettre au bout de la table et que tu as envie de présenter à tes parents. Et en fait, le pari qu'on prend, c'est de se dire, OK, on va laisser les mecs aller au match et on va créer des bandes de meufs qui vont venir voir Maxime Gesteuil. Et donc, on prend le contre-pied. Et en fait, la salle est pleine à craquer, on rajoute 10 dates. Et on a que des bandes de copines qui se font leur soirée entre meufs pendant que leur mec est en train de regarder un match de foot. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours essayé de prendre le contre-pied, de se dire, OK, comment on sort un peu de la masse et on fait la différence pour que nos efforts et notre
et notre univers artistique soit doublement récompensé. Si on veut avancer plus vite, il faut prendre plus de risques. Donc, comment on jauge le truc, quoi. Et à ce moment-là, avec t'as donc un humoriste. Là, la boîte, elle tourne. J'ai Pierre Cross, j'ai Maxime Gastet à ce moment-là, j'ai Tom Villa qui me demande aussi de travailler avec lui. Et on monte une espèce de cérémonie sur scène qui a duré 2-3 ans. Et puis ensuite, il a fait sa vie ailleurs. La boîte, elle tourne, mais elle tourne à notre petite échelle. Mais ça, et là, à ce moment-là, tu te dis, ok, ça y est, c'est bon, c'est parti, ça suffit. C'est quoi? T'actives quoi? T'as besoin de quoi, en fait, à ce moment-là? J'ai besoin d'un bureau, de 2 personnes avec moi pour un peu cadrer les choses. Ouais, mais ton envie, c'est d'aller, toi, perso. Tu te dis, c'est bon, t'es pas arrivé. C'est pas, Ah ben non, mais tu te dis même pas, est-ce qu'on est au bout ou pas? Tu te dis, ok, on a fait des 300, maintenant comment on va dans les 500? Et puis comment on va dans les 1000? Et puis comment on va dans les 5000? Tu rêvais déjà des zéniths, là? Ah bah ouais, on a toujours rêvé des zéniths. On a toujours rêvé des zéniths. Mais c'était pas tellement une question de pognon, c'était une question de conviction, on va faire rire la France entière. Oui, c'est donc, que tu plantes un peu ton piquet quand même dans un truc en disant tous ces efforts-là et faire un zénith, c'est un peu Graal. Je crois beaucoup en les énergies, moi. C'est-à-dire que plus tu es en opposition avec une force, moins tu as de chances qu'elle revienne dans ta direction. Tu sais, je donne souvent l'exemple dans une soirée. Tu es à table et tu as quelqu'un qui est insistant de par le regard ou qui veut absolument te parler. Tu n'as qu'une envie, c'est de ne pas parler à cette personne. Parce qu'elle est oppressante. A contrario, la personne est complètement détachée, la vie fait et la soirée fait que vous allez vous croiser et vous allez sûrement avoir une discussion intéressante. Parce que les deux sont assez cool dans l'énergie. Mais je pense que pour les projets et pour tout ce qu'on crée autour de nous, c'est un peu pareil. Et que je suis jamais rentré dans du forcing avec des artistes. Oui, mais tu sais provoquer. J'ai provoqué, mais j'ai provoqué naturellement et sincèrement, mais sans être oppressant et en voulant forcer un peu le destin, tu vois. Tu forces naturellement le destin de par tes idées, etc., mais il faut que toutes les forces soient dans la même direction. Redouane Bougueraba, qu'on a produit et qu'on a amené jusqu'au... On n'a pas produit le stade Vélodrome pour plein de raisons, mais on est allé jusqu'à ce stade Vélodrome. Il fait la première partie de Maxime au silo. Quand Maxime commence à cartonner, il cherche un producteur à ce moment-là. Mais on est dans les loges de Maxime et il me demande si on peut faire un bout de chemin ensemble. Et on l'a fait. Et on a fait 650 000 tickets avec Redouane. Et on a fait 10 dômes de Paris, 4 Holteny Garnier, 10 dômes de Marseille. Ça a été monumental. Mais je ne l'ai pas cherché. On l'a juste géré au moment où c'est arrivé dans nos vies, sur notre trajectoire. Mais parce que tu as créé un terreau pour accueillir ce genre d'opportunités. J'ai créé... Je sais pas si c'est créer un terreau, mais c'est être en phase avec qui on est réellement. Et j'ai toujours essayé d'être en phase avec mes convictions et d'être qui on est, quoi. Et Redouane est venu nous chercher à un moment donné parce qu'il avait besoin, je pense, de cette typologie de gens autour de lui. Et aujourd'hui, il a besoin d'autres gens. Et puis, en fait, tu sais, les rencontres, c'est les artistes ou les producteurs, c'est un peu comme des trains. Ça s'arrête dans une gare et puis il y en a qui restent et puis il y en a qui partent. C'est tellement beau. Ouais, c'est un peu mon côté poète, ouais. Comme des avions et des aéroports. Il faut chuchoter un peu à ce moment. Exactement, au moment ASMR. C'est un producteur, Grégoire Fureur, qui m'a dit ça un jour et ça a retenu mon attention. Et c'est vrai. Donc, si tu veux, j'ai accueilli le truc comme ça avec Redouane, avec Maxime. J'ai jamais rien calculé. J'ai juste géré au moment où c'était devant nous. Redouane... il faut savoir que quand il nous rencontre, il est encore dans des comédie clubs avec 20 personnes. Et il défonce déjà tout le monde. En fait, c'est assez marrant, Redouane. Donc voilà, Maxime, ça s'organise, et puis Redouane arrive. Puis c'est comme ça, en fait, que tu provoques la chance. Oui, mais la locomotive Maxime tire aussi le reste derrière. Bien sûr, c'est une super locomotive, Maxime, parce que ça a été une vitrine formidable avec Ragnar aussi, avec Jérôme. Je vais te raconter ces deux artistes-là qu'on signe par la suite grâce à Maxime, mais enfin du moins grâce à notre collaboration. Redouane, il n'a pas trop de carrière, son premier spectacle n'a pas marché, et je lui dis écoute, on fait une version 2 de ce spectacle. Je vais voir Martin Munier, qui est un copain à moi, qui a une boîte de nuit qui s'appelle Le Sacré à Paris. Et je lui dis, je voudrais positionner Redouane comme Maxime, un pas de côté. Et en fait, ta boîte de nuit, elle est ouverte à 23h. Le mec, il est dans le stand-up. Il tape sur la gueule des gens. Je voudrais un truc un peu
Je vais pas dire underground parce que vraiment tu vas te foutre de ma gueule, mais Non, mais dis-le. underground. Yes. Underground. Et donc je dis à Martin, t'as du personnel à partir de 23h, fais-le venir à 21h. Moi je te paye ton personnel. Je prends ma billetterie, c'est-à-dire les 80 personnes. Tu prends les bars. Et en fait, on a une salle. Et ça devient le Sacré Comédie plus tard avec Roman Fressinet qui fait sa résidence, etc. Mais à la base, c'est nous qui, avec cette volonté de, encore une fois, faire un pas de côté, mettons Redouane là-bas. Et on est sur cette époque où on vend 10 fauteuils de plus le samedi après-midi à 15h, on va trouver 10 chaises de plus. Mais à la mano, quoi. Et Redouane, pendant 6 mois, on lui dit amène-nous tes textes. Et en fait, il s'en bat les couilles. Mais là où il est fort, c'est de l'impro. Et en fait, on se met à faire des vidéos d'improvisation. Et il se structure avec son équipe et son gars qui vient, etc. Et en fait, de par cette faiblesse, c'est devenu une force. Toujours, de par la contrainte, créer des opportunités. Et en fait, c'est exactement Pas ce aller qui s'est contre passé. l'énergie, mais l'accompagner et dire... Je dis, ok, faisons de cette faiblesse, qui est de présenter des textes, une force en improvisant et en continuant et en faisant ton fond de commerce, cette force-là. Donc c'est vraiment juste face à une problématique de dire, ok, je vais arrêter de m'obstiner dans cette porte, elle s'ouvre pas, on va prendre une autre porte. Donc là, tu commences à avoir une sauce secrète un peu pour dire, tiens, un humoriste, ok, en fait, sans aller dans le bon ou le mauvais sens. En fait, C'est pas une sauce secrète, c'est comprendre le gars que t'as en face de toi. Oui, mais ça, tu l'as emmené quand même. À un moment donné, tu dis, ok, tu l'as compris, mais t'as tous ces petits twists, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Digital, physique, machin, les chaises, les trucs. Oui, mais le plus important, au-dessus de tout ça, et ce qui prévaut sur tout le reste, c'est comprendre le gars que t'as en face de toi et où est-ce qu'il veut aller. À partir du moment où les deux sont en accord, tu trouves des solutions et ça rentre dans les rails. Avoir des convictions et rester arc-bouté sur ta position, généralement ça marche pas, et là tu te retrouves avec la force contraire. Maxime, il a fallu que je comprenne où est-ce qu'il voulait aller pour l'accompagner. Tom Villa, pareil. À chacun de mes artistes, j'ai eu un besoin d'adaptation. Aucun travaillait de la même manière. Aucun n'a la même vision. Aucun n'a la même réflexion, la même éducation. La même envie, le même objectif. Donc, t'es schizophrène parfois, parce qu'à 10h, tu parles d'une manière, à midi, tu parles d'une autre manière, à 15h, t'as une autre vision. Enfin, tu vois, ce que j'allais te poser comme question. Parce que c'est notre travail. Ça fait un paquet d'années qu'on se connaît, et je t'ai toujours vu dans des pots, des déguisements de 1000 manières différentes. Ouais. T'arrives à avoir ce cerveau qui se sépare, tu t'adaptes. Ça, c'est incroyable. Et ça, aujourd'hui, tu arrives à le cultiver. T'en fais quelque chose vraiment, parce que tu vas beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, tu fais pas que produire des humoristes. Ouais. T'es un chef d'entreprise aguerri. Tu parlais en préambule du resto. Tu parles d'un groupe. Oui, on a un groupe maintenant. Donc, ok, le gars qui se marre et qui adapte son rire à chaque humoriste, là, on est quand même assez loin. Comment aujourd'hui tu cultives ce truc ? Ça reste une force ou ça reste ton petit... Je pense que chacun a sa trajectoire. Moi, la mienne, c'est de m'adapter et de développer des choses qui font sens. Et donc, forcément, tu as une démultiplication de ton cerveau à un moment donné, mais c'est ma manière de faire. Enfin, je veux dire, et c'est peut-être pas forcément la bonne manière pour la personne qui est en face de moi. Enfin, tu vois, chacun a son couloir de nage, quoi. Moi, le mien, c'est de m'adapter à la personne que j'ai en face de moi pour comprendre la psychologie et essayer de transformer ça en une opportunité. Ouais, mais on se dit bosser dans l'humour, tu vois, finalement, t'es quand même... t'es pas en train de te marrer tous les jours. Non, je me marre pas tous les jours. Dis-moi que tu te marres tous les jours. Je me marre tous les jours. Je me marre clairement tous les jours. Non, j'aimerais me marrer tous les jours. Il y a des moments où je me marre. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y avait beaucoup plus de légèreté avant, parce qu'il y avait moins d'enjeux. Gagner 10 000 balles par-ci par-là, tu loues une salle, mais bon, t'as pas. Aujourd'hui, on a 30 salariés dans le groupe, quand même, c'est pas énorme aux yeux de grosses entreprises, mais pour des entreprises dans l'entertainment, dans le divertissement, ça reste quand même une masse salariale importante, donc tu peux plus te permettre de faire de conneries. Et puis, il faut bien calculer les choses, il faut bien calculer les risques. Parce que tu peux écrouler le truc encore plus fort qu'avant. C'est quoi le risque ? C'est de te dire, aujourd'hui, ça paye pas assez. Aujourd'hui, ça paye bien, mais les enjeux sont hyper élevés. Qu'est-ce qui fait que là,
tu as un métier de producteur. On a tous en tête de dire tu prends un pourcentage, un truc, etc., de ce que gagne la tournée, mais le niveau de risque à chaque fois, à chaque étape que plus tu montes des gros projets, plus le niveau de risque il est élevé. Donc tu as toujours quand même une espèce d'épée de Damoclès de progresser et t'égal au danger, quoi. T'as la survie de ta boîte. Donc tu connais ça par cœur. T'as ton cash flow, t'as ta trésorerie qui te permet d'être tranquille pendant 3 mois, 6 mois, 18 mois, 24 mois. Et t'as une partie de ton pognon avec lequel tu peux jouer pour justement prendre ces risques en disant ok, quel est le prochain projet sur lequel je mise. Ça, c'est vertigineux. On s'est planté, hein. Mais c'est quand même ton fonds de commerce, t'as pas le choix de le faire. Ah bah non, j'ai pas le choix de le faire. Mais je me suis planté plein de fois. Mais on a réussi aussi plein de fois. Donc, notre vie d'entrepreneur, c'est de faire d'avoir un espèce d'équilibre entre... à chaque fois, on a des convictions. Mais les convictions sont pas forcément les bonnes. La grande difficulté, c'est de se dire, ok, celle-là, ma conviction n'était pas la bonne, mais peut-être que la prochaine est la bonne. Il est là l'enjeu. C'est-à-dire de continuer à croire en soi et de se dire, ok, j'ai paumé 100 000 balles. Et là, je pense que je vais y arriver et donc aller récupérer les 100 000 de pertes en faisant 200 ou 300. Parce que c'est quoi ta plus grosse perte sur un mauvais pari ? Pour l'instant, on n'a pas eu trop de pertes. J'ai dû perdre sur des opérations entre 100 et 150 000 euros, mais c'est pas, tu vois, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, mais c'est supportable à notre échelle. Si tu veux, comment te dire ? J'ai une partie j'ai structuré ma boîte pour ne pas, si tu veux, être assujetti à des soucis qui bloquent ma création la journée. Donc moi, je suis resté dans ce truc très créatif. Et je me suis structuré très vite pour être capable de me reposer sur des équipes qui pourraient structurer mes idées et les mettre en application. Et que ça déroule derrière. À l'époque, j'appelais les salles. Patrick, tu aurais les dispos de Lille, Michel, sympa, Patrick, à Bordeaux, ils sont tous très sympas. Ça s'appelle mes promoteurs locaux. C'est eux qui ont la gestion des plannings des salles en local. Aujourd'hui, je le fais plus du tout. Je sais que tu as des producteurs qui le font encore parce que c'est leur dada de créer des tournées et c'est super. Mais moi, je me suis tout de suite dit que ça ne représentait pas assez de valeur ajoutée pour faire avancer mon groupe. Et que mon temps et mon cerveau devaient être ailleurs. Ta zone de génie. Je sais pas si c'est une zone de génie. Nous, on appelle ça comme ça. C'est une zone ta de zone génie, c'est là où tu as le plus de valeur possible pour ta boîte. Donc, je me suis tout de suite posé la question de elle est où ma valeur dans la boîte ? Elle est justement, on en revient à l'adaptation du talent. C'est de rencontrer des talents, de créer des aventures avec eux et de parier sur le fait que l'aventure va être la plus belle possible. Tu vois, en ce moment, on a 2 gros projets sur lesquels je suis, entre autres, dans la partie spectacle vivant, que la première partie de ma journée. C'est le Légende Tour, qui est l'adaptation du podcast de Guillaume Play sur scène, et une pièce de théâtre qui s'appelle La Lettre, avec Maxime Gasteuil, Camille Combal, que je tente d'amener sur scène et qui part d'une vraie envie qui est de lui aller sur scène. Et Charlotte Gavoris et Jean-François Carré. On a pris des artistes qui ne viennent pas du théâtre et on les a mis dans le théâtre. Et ça, si tu veux... là, tu es en mode pari quand même. Là, je suis en mode énorme pari. Mais après Redouane, il y a eu un creux. On est monté dans notre boîte, on a monté, on a fait beaucoup de chiffre d'affaires. Et d'un coup, ça s'est écroulé pendant 3 ans. Et il y a eu une vraie... si tu veux, c'est une vraie école de vivre une vague dans une boîte de prod. 3 ans. 3 ans où tu fais boîte, pas de chiffres. Mais c'est... Où tu fais moins de chiffres. C'est-à-dire que tu sais que tu es en chute et tu passes de 17 millions de chiffre d'affaires à 3. Et là, tu sais pas pourquoi. Et si, je sais pourquoi. Parce que je me suis diversifié et que j'ai pris ce virage, parce que Maxime veut faire du cinéma à ce moment-là, et que je dois quitter mon job de producteur de spectacle pour apprendre à produire du cinéma, m'entourer des bonnes personnes, faire écrire des scénarios, apprendre à lire des scénarios, et aller rencontrer des réalisateurs, etc. Et on ouvre le restaurant. En 2023, on se diversifie. C'est l'année où je fais le plus de chiffre d'affaires, mais c'est l'année où je me diversifie. Parce que ma zone créative, elle est, il faut que je traverse les années, et que peut-être que l'humour ne fonctionnera pas toujours, et que quand l'humour ne fonctionnera plus, peut-être que je ferai du cinéma, et quand le cinéma fonctionnera plus, peut-être que je ferai de la restauration. Ce qui est con, c'est que l'humour... Les 3 fonctionnent. Les 3 fonctionnent. Inch'Allah, pour que ça continue. Mais donc à ce moment-là, je passe moins de temps en humour
pour développer plus de temps au cinéma. Et donc, logiquement, en fait, la courbe, elle chute parce que je vais pas signer d'autres artistes qui vont chez mes concurrents. Et là, il faut le vivre. La grande difficulté, c'est de continuer à croire en soi en disant j'ai pris la bonne décision. J'ai pris le bon virage. Et j'ai loupé des opportunités. Et j'ai pas pris cette chance-là parce que je suis dans les 3-4 producteurs indépendants qui fonctionnent très bien en 2023. Maxime Carton fait des zéniths, Redouane fait des zéniths, Jérôme Niel fait des zéniths, Ragnar fait des 1500. Et parfois, on a 4 zéniths dans la même semaine. On a eu 450 dates cette année-là, sur 350 jours. Donc, ça te donne l'idée du nombre de doublons qu'on avait dans tous les sens. On est à plein régime, on emploie du monde. 21, 22, 23, c'est la montée en puissance. C'est là où j'ai compris Maxime. C'est là où j'ai compris Jérôme Niel. C'est là où j'ai compris Redouane et Ragnar. Mais 2023, ça chute parce que je me diversifie et que Maxime veut aller au cinéma et que il faut que je comprenne l'artiste. Et que je me dis, OK, mais peut-être dans quelques années, il y aura Max, mais il y aura les autres. Et cette étape-là d'entrepreneur, elle est très, très, très compliquée. Parce que tu fais chuter ton chiffre d'affaires. Et donc, tu dis, OK, foutu pour foutu, il faut que je me mette dans une phase de réflexion. Donc, mon équipe va continuer à structurer encore ce qu'il y a à structurer. Mais j'ai mes salaires qui tombent tous les mois. Ils sont 6. Combien de temps j'ai devant moi pour 1, trouver une idée, 2, trouver des artistes, et 3, relancer une machine et donc relancer de la billetterie et faire en sorte que ton chiffre d'affaires y rentre. Parce que là, ce qui te fait rentrer de l'argent, clairement, là, c'est de la billetterie. C'est de vendre des billets. Ouais, c'est de vendre des billets. Mon chiffre d'affaires, il est sur le spectacle, c'est de vendre des billets et de prendre une marge sur ces billets. Sur la restauration, c'est de vendre des cocktails, et sur le cinéma, c'est de faire des entrées et de vendre des billets. Donc, je suis un vendeur de billets, pas plus. Ouais, ce qui est incroyable, c'est que toute l'énergie que tu dépenses au quotidien, c'est pour que dans X mois, années, il y ait des billets qui soient vendus, quoi. C'est pour que dans 3 ans, des gens soient touchés par une idée qu'on a eue. Stress de... Peut-être que les gens vont s'en battre les couilles dans 3 ans. On est d'accord. Ton idée, c'est vraiment une idée à la chiasse. Ouais. Et pendant 3 ans, t'as tout mis pour sortir un truc... Guillaume, elle est assez marrante, l'histoire de Guillaume Play, parce qu'on est copains depuis 10 ans. Et je me souviendrai toujours de ce coup de fil il y a 3 ans. Guillaume me dit, putain, Légende, je sais pas si ça va marcher. C'est pas le bon nom, les gens vont s'en foutre de jeu. Là, on parle de Légende podcast. Légende podcast. Voilà. Qu'on est en train de tout doucement venir grignoter des parts de grignote clairement des parts de marché. On va pas se le cacher. Et Guillaume me dit, c'est pas le bon nom, les gens vont s'en foutre de gens inconnus. Et c'est ce qu'a fait, tu vois, lui aussi, il a su choper sa chance et de se dire comment je réinvente le schéma. Ah ouais. C'est une formidable histoire. Guillaume, il a créé un empire avec tout ça. Et on est en vacances il y a 2 ans et je lui dis, viens, on prend les 7 meilleurs. Et je suis dans ma phase où j'ai plus grand chose. Et je me dis, ok, c'est quoi ma prochaine histoire? Donc là, au lieu de te morfondre, t'es dans une phase là où t'as pas grand chose. Non. Là, tu pètes des idées de génie, quoi. Je pète des idées de génie. En tout cas, t'as une mécanique de création. Ouais. C'est plus ça l'idée, parce que tu sais pas si c'est une idée de génie ou tu y penses. Mais t'as une mécanique de création qui est là, qui est hyper performante. Oui, je suis que là-dedans. J'ai pas le choix, je suis en espèce de survie, de me dire, ok, qu'est-ce qu'on crée derrière? Parallèlement à ça, 2 ans avant, Maxime m'avait dit, je veux faire du théâtre. Donc, ça faisait 2 ans que je développais une pièce de théâtre, que j'avais demandé un peu à l'univers de m'envoyer, à un moment donné, des bonnes idées, et puis j'avais laissé le truc partir. Et 6 mois après, j'ai une copine, Émilie Cayuela, qui est une ex à moi, qui est devenue une amie, qui m'appelle et elle me dit, j'ai une idée de pièce de théâtre. Alléluia. Ah, tu dis que t'avais envoyé... Ça m'intéresse. Tu dis que tu as envoyé... J'ai envoyé une espèce de volonté de rencontrer à un moment donné sur mon chemin quelqu'un qui me pitcherait une bonne idée. T'en parlais, tu laissais les idées passer. Je laissais les idées passer, je passais à autre chose. Tu plantais des graines, quoi. Je plantais des graines. T'aidais la chance. Encore une fois, l'énergie du truc. Magnifique. Et puis un jour, elle m'appelle, elle est dans le train, elle me dit j'ai une idée. Elle me pitch l'idée, je lui dis alors ça, c'est une bonne idée. Je te rappelle, je vais trouver des auteurs. Cut pendant 1 an, je trouve des auteurs, processus créatif, les bonnes personnes, les bons auteurs, je teste, ça marche pas, je reteste, ça marche pas. On finit par trouver un duo d'auteurs. On écrit pendant 1 an. Mec, l'appel, il est lunaire. J'appelle 2 auteurs, on se voit, on passe du temps ensemble. Et ils me disent, ok, on veut travailler avec toi. Humainement, ça match. Et je leur pitch l'idée. Et ils me disent, t'as pas d'autres infos? Je dis non. J'ai 2 lignes, mais je vous fais confiance. Allez-y, faites-vous confiance. Racontez l'histoire que vous pourriez vous raconter avec vos copains. Allez dans cette direction-là. Oubliez, cassez. Ne vous mettez pas de barrière. Créez la soirée la plus émouvante et la plus marrante possible.
et on se donne rendez-vous dans 6 mois quand vous avez une première version. Donc là, c'était une idée pour faire une pièce de théâtre. Ouais, qui s'appelle La Lettre, qui est en vente aujourd'hui. Où on se dit avec Maxime, on prend un casting qui ne vient pas du théâtre dans une pièce de théâtre parce que ça va à un moment donné intriguer les gens, qui est de mélanger les genres. Là, tu vois, je prends un autre exemple. Le décor de la pièce, j'ai pris mes architectes d'intérieur qui ont fait mon restaurant, qui n'ont aucune expérience dans le théâtre, mais qui ont justement d'autres codes. Où je me dis, si j'arrive à avoir avec ce décor-là un article dans Milk Décoration, dans AD Magazine ou dans le L Décoration, j'aurais réussi mon pari que de positionner la pièce de théâtre ailleurs. Exactement. Ça, je peux pas encore t'en parler parce que ça va avoir lieu l'année prochaine. Voilà, donc là, c'est Peut-être encore que du pari. c'est une idée à la merde. C'est encore un pari. Guillaume, c'est pareil. Tout ça se passe dans ces 2 ans où je ne fais plus de chiffre d'affaires et où je me dis ma seule solution, c'est pas de me morfondre, c'est d'aller trouver des idées qui font sens déjà chez moi, avec lesquelles je suis en phase et que je peux réellement défendre. Non, mais là, on parle encore d'une latence. Tu dis, ça fait 2 ans que je fais plus de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est en décroissance. Tu as des idées qui sont potentiellement, qui vont sortir là d'ici quelques jours, quelques mois, au moment où on se parle. En fait, au moment où on se parle, elles sont sorties. Ça y est, ça fait 3 mois. On a mis en vente Légende en novembre dernier. Le Légende Tour, la tournée des Zéniths du podcast Légende. Ouais. Et donc, cet été-là, je dis à Guillaume, en fait, j'aimerais qu'on bouge les lignes du divertissement et qu'on prenne des gens, les 7 meilleures vidéos qu'on cartonnait sur ta chaîne, qui sont 7 univers qui n'ont rien à voir. On les met sur scène, 20 minutes chacun, scène centrale. L'idée que j'avais installée sur Eden Bougaraba, on la reprend et on la met dans ton concept. Ils vont faire 20 minutes chacun. Et au milieu, on met des artistes. Musique, humour, qui vont venir raconter des choses qu'ils n'ont jamais racontées en vidéo. Et on interdit les caméras en salle. On crée une espèce de bulle exclusive. Et sur l'affiche, on met ce qui se passera en salle restera en salle. Ça, j'avais vu ça. Portable interdit. Ouais. Parce qu'on est aussi dans une surconsommation du portable et que j'avais envie de créer une bulle où les gens posent leur portable et on est ensemble dans la même direction pendant 2h15. Et je dis à Guillaume, on prend un banquier, un médecin légiste, un astrophysicien, une petite atteinte de la maladie des os de verre, une sexologue, un pilote d'hélicoptère Tigre. Et en fait, je me suis aperçu que les gens avaient ce désir d'aller voir des spectacles ludiques. Et que, donc, on monte ce spectacle. Là, maintenant, je peux te le dire, ça cartonne. Donc on est content. Et on a eu raison de croire en cette idée et cette volonté qui était d'abord notre volonté, qui était de s'asseoir dans une salle et d'apprendre des choses. Et c'est formidable, parce qu'en fait, on a rencontré tous ces gens-là. Et en fait, au bout de 4 heures, le médecin légiste a encore des questions. C'est passionnant. Ce que Guillaume a créé, il a craqué le code, le gars. Philippe Boxo, il y a eu 200 millions de vues sur ses réseaux sociaux, parce qu'à travers toutes les plateformes, il a vendu 1,5 million de bouquins. Ah, c'est incroyable, ça. Donc tu te dis, OK, il y a 1,5 million de personnes qui sont passionnées par la médecine légale. Tu vois, l'astrophysicien, il a 1 million. Quand tu crois que c'est une niche, c'est plus une niche, en fait. C'est pas une niche. C'est juste qu'en fait, on a un faisceau et en fait, on regarde pas. Le prisme, il est hyper large. Mais là, ton métier évolue parce que tu t'es plus dans l'humour, tu es dans le spectacle, tu parles de spectacle vivant. Donc finalement, ton job à toi, là, à ce moment-là, c'est de dire je reconcentre ma vision sur comment je crée un moment pour que des gens viennent s'asseoir, profiter d'un moment, d'un truc qui se passe. En fait, je lui pitch cette idée et je lui dis la première des choses qu'on a à faire, c'est de passer du temps avec ces gens-là pour savoir ce qu'ils ont encore à raconter. Parce que mettre des vidéos sur scène, ça n'a pas de plus-value. C'est qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté en vidéo. Oui, parce que s'ils redisent la même chose, la plupart des gens ont déjà vu certainement une partie. Ça n'a pas grand intérêt. Ouais. Donc, on passe des moments avec eux et il se trouve que c'est passionnant. Et je me dis, mais c'est génial de mettre le même soir pour le même prix de billet. Et de proposer aux gens, en fait, un condensé de connaissances. Et en fait, de venir 2 heures dans une salle et d'avoir un ex-trader qui a révolutionné le système bancaire, Trade Republic, Mathias Bacchino, Philippe Boxo, un médecin légiste, Thérèse Argot, une sexologue qui va venir parler des couples, de la séduction et de la sexualité et de choses comme ça. Éméré, une petite atteinte de la maladie des os de verre qui a 10 ans, mais qui a une joie de vivre, qui a une joie de vivre, qui est désinhibée, donc elle dit des dingueries, qui est formidable, parce que ça donne un élan de motivation et de bien-être. Elle véhicule un truc extraordinaire.
Anthony Salsi, qui est un astrophysicien qui te parle des blackouts dans le monde et le risque réel qui nous vraiment nous pend à la gueule. Et Julien, qui est pilote d'hélicoptère Tigre et qui a sauvé des Français en intervenant au Mali pendant 10 ans. J'ai écouté son... C'est extraordinaire. Il est vraiment, Julien, il fait 1m30. Tu le croises à la caisse du Monoprix, tu lui dis pardon, mais je vais passer devant toi. Le mec, il a une machine à 160 millions d'euros entre les mains. Il a 400 ogives sur son truc. Et il me dit, c'est le seul objet. L'appareil a été créé autour des armes, mais pour aller dans des zones où les autres appareils ne peuvent pas aller. Et il t'explique pendant 4 heures à combien de reprises il a sauvé les Français d'attentats avec des cellules dormantes qui passaient en cellules éveillées. Et il te raconte, et moi j'avais les poils au dîner, il me dit potentiellement dans 12 heures, il faisait péter une école en France. Et donc il te raconte l'intensité qu'il vit au volant de sa machine avec des mecs qui le visent avec des armes et disent soit je gagne et je sauve 300 personnes en France, soit je perds et je meurs, mais je mourrai pour ma nation. Et etc. Il te raconte les potes qu'il a perdus au combat et le dévouement qu'il a pour la France et son engagement dans les forces armées. Et moi, je suis pas pro-militaire à la base, mais j'ai un profond respect pour nos armées, j'ai un profond respect pour la police qui nous protège. On a besoin de se sentir en sécurité et d'avoir du respect pour ces gens-là plutôt que de leur cracher sur la gueule. C'est surtout l'homme, quand tu entends son histoire, elle est incroyable. Donc, si tu veux, moi, ce qui me passionnait dans ce projet, c'était d'avoir un prolongement de légende et d'écouter ces histoires-là réellement. Le live, il y a un truc magique. Voilà. Et je voulais ces gens en live. Je voulais, si tu veux, à l'issue de ces soirées-là, c'est à ce moment-là où j'ai eu la conviction de cette idée. Et on s'est dit, avec Guillaume, on y va. C'est que quand moi, je les ai eus en face de moi, j'ai vécu un truc que je n'avais pas vécu en vidéo sur la chaîne Légende. Et je dis, OK, ça, je veux les mettre en scène centrale et je veux que les gens vivent cette même intensité du live. Parce que, qu'on le veuille ou non, le live restera un truc à part dans la vie. Sans filet, un truc, une histoire, il y a les 5 sens qui sont éveillés, enfin c'est un truc à part par rapport aux fictions, à tout le reste. Et donc quand Julien me raconte son histoire, bah, je dis à Guillaume, ouais là on en a rencontré 7 et c'est pas une nécessité, mais en tout cas je considère que c'est notre responsabilité en tant que producteur de spectacle que de proposer des œuvres comme ça, parce que je me dis, je vais proposer à un couple, à une famille, de venir pouvoir échanger sur des sujets différents, pouvoir apprendre, pouvoir ressortir de la salle plus cultivé, avec potentiellement des tips, avec potentiellement une vision différente, avec potentiellement des vocations. Parce que ce Julien, si tu veux, il est passionnant. J'avais envie de m'engager dans l'armée, moi, à 23h30, quand j'ai fini le dîner. Et donc, si tu veux, on parlait de nos motivations tout à l'heure. La motivation sur les légendes tours, c'est comment on fait passer comment on fait passer ces énergies-là et comment on crée quelque chose, une émotion chez le public. Donc là, tu as créé un truc, un programme, un format finalement inattendu, nouveau. Ouais. Donc parmi tous les formats que tu proposes aujourd'hui, tu as le Légende Tour qui cartonne, puisque là, en fait, tu le vois tout de suite sur les ventes des billets. Ouais, on l'a vu tout de suite. Voilà, donc ça cartonne. Mais on n'en menait pas large la veille de la mise en ligne. Hein. Je suis à 23h au téléphone avec Guillaume et on se dit, putain, on va mettre en ligne, ça se trouve, il va y avoir 15 ventes, frère. Et on va aller taper dans des châtaignes dimanche prochain à Rambouillet, l'un derrière l'autre, en se disant, on pensait qu'on était des génies, alors qu'en fait, on n'est pas du tout des génies. Et non, mais sans parler mais comment de génie... tu vis Attends, ça m'intéresse. Comment tu ressens quoi à ce moment-là, là, à J-1 de l'ouverture de la vente des places? C'est terrible parce que tu as bloqué toutes les salles. Tu as engagé... Donc là, tu as mis des acomptes, des trucs. Tu as mis des acomptes, tu as un engagement qui est lourd. Mais après, parallèlement à ça, on repense un peu le modèle et on a un partenaire qui s'appelle Trade Republic qui a financé une partie de la tournée. Donc si tu veux, on avait un peu mesuré nos risques. Donc t'es plus safe. T'es plus safe, mais... T'as une histoire d'ego quand même. T'as envie que ça marche. C'est même pas du financier. Ouais. C'est de l'ego. Parce que c'est un gros projet, que c'est très visible et que tu sors de 3 ans de réflexion, de 3 ans de pas d'activité et que t'as quand même, quelque part dans ton cerveau, une petite revanche à prendre en disant attendez, j'ai d'autres idées et je reviens sur le devant de la scène entre guillemets dans la production parce que tu as tous tes confrères et tes consoeurs, c'est un petit métier et donc chacun regarde ce que les autres font. Sûr. Donc c'est un challenge personnel en disant putain, il faut que ma conviction fonctionne parce que c'est pour moi une possibilité de revenir dans le game avec de nouveaux projets, une nouvelle vision et une nouvelle impulsion. Et donc
sais, les gens sont très attachés à ça en France. C'est avec qui je m'associe, dans quelle dynamique on est. On n'a pas envie de travailler avec des losers, on a envie de travailler avec des gens qui Évidemment. prennent des risques, qui ont des visions et qui y vont. Donc c'est très utile. Moi, ça me nourrit d'avoir des idées comme ça, mais je sais qu'il y a une répercussion qui est nécessaire aussi pour ce que tu fais ailleurs, tu vois. Tu sais, on adore écouter des gens qui ont eu des échecs dans la vie, surtout quand ils ont réussi après. Un mec qui a eu des échecs toute sa vie, globalement, personne n'a vraiment envie de l'écouter. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a un producteur en France qui est pour moi mon maître à penser, qui a toujours été un modèle, qui s'appelle Thierry Suc. Thierry Suc, c'est le producteur, il a produit Jean-Jacques Goldman, il produit Mylène Farmer, il a fait un tas de spectacles, des comédies musicales, il a fait le show de Jean-Paul Gaultier, il est allé sur des spectacles qui coûtaient des millions d'euros à chaque fois, et il a fait 3 fois faillite. Et il a une boîte qui s'appelle TS3, mais il a eu TS1, TS2. Et je lui ai écrit il y a un mois et je lui ai dit, écoutez, on ne se connaissait pas. On ferait pas TS4 ? On ferait pas TS4 ensemble. Fais-moi croquer, frère. Non, et je lui dis, Thierry, on se connaît pas, mais en fait, mon instinct me dit de vous écrire pour parler autour d'un déjeuner de vos échecs et de mes échecs. Pas tellement de la réussite, parce qu'on la voit, la réussite. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de te dire comment, quand tu as fait faillite, tu remontes et tu veux parler de conviction, tu regagnes foi en toi et tu retrouves la foi d'y aller et la force d'y aller. Et putain, je me suis planté, mais c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon chemin. Et ce mec-là, il a 3 ans d'attente pour un déjeuner parce que c'est le plus gros producteur de France. Et on a déjeuné au bout d'un mois et on a passé un très bon moment pendant 2h15. Et il m'a expliqué comment il avait fait faillite et comment il s'en était relevé et comment il avait chopé le cœur de Jean-Jacques Goldman et pourquoi il avait récupéré sa tournée par rapport aux autres producteurs qui lui faisaient des avances et comment il a créé des belles aventures avec des artistes. Tu te rends compte que c'est souvent au niveau humain et au niveau conviction. Et en fait, ce qu'on monte aujourd'hui avec nos artistes, ça parle de ça. Parce qu'on n'a aucune certitude que ça va marcher. En tout cas, on a la conviction de pouvoir y arriver. Après, on voit si ça marche, tu vois. Et pendant que tu montes, là, tu as monté tous ces projets, là, tu te mets à faire des films aussi. Ouais. Bah oui. Et oui. Bah, bien sûr. Tu vas pas faire que ça, quand même. Sinon, on s'emmerde. Ah oui. Ouais, parce que, tu vois, c'est marrant. Le premier film, il s'appelle 14 jours pour aller mieux. C'est une histoire vraie. Qui est géniale, d'ailleurs. Qui m'est arrivée avec Maxime. Maxime, au bout d'un certain temps, juste avant que ça explose, il me dit j'arrête. C'est bon, on a essayé, ça fait 7 ans, on remplit pas les salles. Et à ce moment-là, mon frère fait du développement personnel et me dit j'ai un copain qui s'appelle Franck Lobvet, il fait un stage de développement personnel fin août dans la Drôme provençale. Venez. Parce que je suis au téléphone avec lui, je lui dis je sais plus comment gérer Max, je sais pas si tu veux, je sais pas comment lui redonner confiance en lui, je sais pas comment redonner une impulsion et on va faire ce stage de développement personnel. Et on se hurle dessus quelques semaines après le stage parce qu'on apprend vraiment à se connaître. Et ça a remis un truc sain entre nous qui a fait qu'on s'est réellement connus et on a pu créer une équipe qui était indissociable et infaillible par la suite. Sauf que quand on est dans ce stage de développement personnel, tu parlais de chance tout à l'heure, c'est que le premier jour, on voit des gens, on voit des barges très tendres et très gentils avec qui on a de l'affection, mais ils sont complètement perchés, les gens. Et en fait, on en voit 1, 2, 3, 4, 5 personnes autour de nous. Et au bout du 2e jour, on se dit avec Max, mais c'est pas un sketch là qu'on est en train de vivre, c'est un film. Et je prends mes notes le soir à 23h quand je suis dans le lit et j'écris tout ce qu'on a vécu. Parce que toi, c'est déjà un plaisir d'écrire comme ça? Ou t'écrivais déjà des vannes, des trucs, des sketchs? Ouais, j'ai toujours écrit des vannes. Okay. Je suis co-auteur du spectacle de Maxime parce qu'on a la même vision, la même... Voilà. Donc, on a toujours fonctionné comme ça. Et puis, je n'ai pas la prétention d'être scénariste. Mais en revanche, j'ai la prétention... Enfin, j'ai pas la prétention, mais j'ai la conviction que quand je vis des scènes marrantes, d'autres riront aussi par rapport à ce qu'on vient de vivre si on arrive à les remettre en scène un jour. Okay. Donc, moi, mon seul objectif, et ça l'est encore aujourd'hui par un moment, c'est de noter des situations et ensuite de les envoyer chez les uns ou chez les autres en fonction des créations qu'on a autour de nous. Donc là, t'es le soir. Je suis le soir et je note toutes les situations qu'on a vécues. Et 2 ans après, on a cette volonté, on arrive à écrire ce film. Je retourne au stage de développement personnel, entre-temps avec un réalisateur et un auteur. Et là, tu vas. Les gars, là, tu vas en mode espion. Espion. Je suis copain avec Franck à ce moment-là. Et je dis à Franck, on veut écrire un film. On va faire croire aux gens du stage qu'on n'est pas bien.
on est, en fait, on est On est participants. tous pas bien et On voilà. est tous ok. pas bien. On va pas dire qu'on écrit un film parce que je Ok. veux montrer à l'auteur et au réalisateur ce que j'ai vécu moi. Donc je leur dis avant d'écrire, venez, on va faire un stage. Et donc on se retrouve dans ce stage, on écrit ce film qui est financé. Entre-temps, je rencontre des producteurs qui sont devenus des amis, Nolita Cinéma, Romain et Maxime. Et on va ramener M6 dans l'aventure qui s'intéresse à Maxime aussi. On va ramener Disney, on va ramener plein de gens comme ça, des partenaires qui vont nous aider à monter un budget et on tourne ce film. Et les acteurs, à quel moment tu les Et ben, les fais comédiens, Maxime commence un peu à monter à ce moment-là. Là, on est au début des Zéniths quand même. Et puis les comédiens, c'est des rencontres. Donc, t'appelles David Salle qui est très marrant en comédie. T'appelles des agents. Tu t'entoures de ton coproducteur qui lui a plus d'expérience et qui va pouvoir appeler des comédiens que tu connais pas. Et puis tu crées tout ça, tu vois, en même temps sans trop anticiper le truc, quoi. Tu suis un peu une vague. Et puis on fait ce film. On s'amuse à ce moment-là parce que c'est toujours pareil. C'est de se dire, ok, on est nouveau au cinéma. Comment on va faire des entrées? Parce que tout le monde nous dit, attention, le pont entre la salle de spectacle et le cinéma, les gars, pensez pas que vous êtes arrivés parce que souvent ça se transforme pas. Et parce que tu savais pas. Et je savais pas. En revanche, on se dit avec Maxime, ok, qu'est-ce qui est à notre portée là? Et je dis, on a la tournée des Zéniths. Le dernier sketch, c'est sur le développement personnel. Donc, c'est sur le bien-être. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser la bande-annonce, on va sortir le film 4 mois après la tournée des Zéniths. Et à la fin des shows dans les Zéniths, qui fait le tour de France, on diffuse la bande-annonce du film. Et on propose aux gens dans la salle d'acheter les premières places d'avant-première en disant il y a 600 places disponibles. Vu qu'ils sont 5000 dans une salle, ça crée chez l'humain un espèce de besoin d'urgence. Le FOMO. Sauf qu'en réalité, il n'y avait pas de plafond et que plus on vendait des places, plus on ouvrait des séances. Donc là, c'est vraiment un truc d'escroc. Voilà. Mais ça marche. On vend 1200 places à Lyon, 1600 à Nice, 900 à Dijon. Et on crée finalement une tournée d'avant-première avec des gens qui sont captifs et qui aiment l'univers de Maxime et qu'on amène au cinéma. Et on fait 350 000 entrées avec cet effet boule de neige qui nous permet d'avoir un score suffisant pour continuer l'aventure. Parce que quand tu fais... Alors là, moi, je connais pas du tout le secteur. Tu fais 350 000 entrées. C'est quoi? C'est bien? C'est moyen? C'est vachement bien pour un film qui coûte 4 millions. C'est très bien. Tu génères 4 millions de revenus, 5 millions de revenus et ça t'en coûte 4. Donc, en gros, t'as remboursé les gens qui t'ont donné de l'argent. Voilà. C'est comme ça que ça marche le cinéma. T'as les télés qui ont une obligation de donner 10% de leur chiffre d'affaires annuel dans la production cinématographique et en vue de la diffusion sur leur chaîne. C'est légal. Ensuite, tu as les distributeurs qui vont te distribuer en salle. Donc là, il se trouve que Wild Bunch, qui est un très beau distributeur, nous fait confiance. Damien Gola, qui est devenu un copain depuis, et qui lui nous dit, OK, j'ai la conviction en tout à Ben, qui a une vision stratégique, et en tout à Max, qui a un génie artistique. Donc, en fait, il parie sur les deux, quoi. Et en fait, on a remboursé ces gens. Donc, ils m'ont donné 10 balles, et je leur ai remboursé peut-être 11 balles 50 ou 12 balles. Donc, ils ont envie de parier sur toi. Et donc, en fait, ce que j'ai gagné à ce moment-là, c'est pas des fortunes. C'est la confiance. C'est la confiance du marché qui dit, OK, Demet et ses associés, en fait, quand tu leur donnes 1, ils te rendent 1,5. Donc, il n'y a pas de raison que je continue pas à leur redonner 1 quand ils viendront me revoir, parce que je gagne toujours un peu d'argent. Et c'est ce qui fait qu'on a créé Il n'y a pas de réseau l'année dernière, qui était une idée aussi originale, parce qu'on voulait refaire un Maman, j'ai raté l'avion. Comédie familiale avec Gérard Jugnot. Et là, on nous redonne un ticket. Donc, on nous redonne une chance. Et là, on a eu de la chance parce que c'était la seule comédie familiale de l'été et on a fait 730 000 entrées pour un film qui n'était pas très cher non plus, à 5 millions de budget. Et on est bien quand on fait 750 000 entrées. Ouais. On est bien. On est bien. Et alors, tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, la vie nous met Gérard Jugnot sur notre chemin. Alors, la vie, pour le coup, là, on voit que ça fait un moment que tu provoques les choses, quand même. Ouais, on provoque un peu les choses. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Entre le premier et le deuxième spectacle, on se dit avec Maxime, ça serait bien d'avoir un théâtre statutaire pour ton deuxième. Il faut que tu aies un truc classe. Il faut que tu rentres dans la A-list. Et je vais voir la patronne du théâtre Édouard VII, qui est un très beau théâtre à l'italienne. Et elle me dit, OK, tu peux jouer à 19h parce qu'à 21h, j'ai la pièce de théâtre de Gérard Jugnot et Arthur, le Kiwi. Et on se dit avec Max, ouais, on se met avant Jugnot, c'est marrant. Nous, on rêvait Gérard Jugnot.
c'est le mec on a grandi avec ce mec-là à Clairement. travers Les Bronzés, à travers Papy fait de la résistance, à travers Le Père Noël est une ordure, toutes ces œuvres qui nous ont donné aussi envie de faire du cinéma. Et on le croise dans les loges. Il arrive, il est avec son vélo, il est un peu bourru parce que ça l'emmerde, on a toujours un quart d'heure de retard. Donc on est les deux couillons qui dépassons, si tu veux, de leur slot horaire. Donc ils nous aiment pas. C'est pas qu'ils nous aiment pas beaucoup à ce moment-là, mais en tout cas, c'est vraiment, on se croise, quoi. Et un soir, il descend dans la salle. Et il est en avance. Il vient voir Maxime, il est en fond de salle. Et il remonte en loge, il dit « Putain, j'en ai vu, hein, mais là, j'ai été très touché par ton spectacle et tu m'as fait penser à Coluche. » Ah, vache. je dis « Waouh. » Je dis « Putain. » Et en fait, Gérard se prend d'amour pour Max à ce moment-là, parce qu'il comprend le sujet qu'on traite, qui était un provincial, qui monte à Paris, l'ancienne génération avec la nouvelle génération, le bon sens. C'est ce qu'il défendait, Max, dans son deuxième spectacle. C'était le bon sens de son père artisan et le non-sens de ces Parisiens qui sont complètement what the fuck. Et Gérard est très touché par ça. Et parallèlement à ça, on est en train de monter Il n'y a pas de réseau, et qui est une comédie familiale. Et on a Ragnar, dont je t'ai pas encore parlé, mais c'est qu'il nous faudrait 7 heures, qui est un de mes artistes, et on essaye de créer un duo avec si tu veux, la team. Et en fait, Ragnar a une conviction qui s'évapore au milieu de la période de préparation du film, qui est la période juste avant le tournage, pour préparer les décors, les tournages, les cascades, etc. Il nous dit non, mais à 4 semaines du tournage. Et là, presque je m'effondre en pleurs, parce que je me dis, putain, mais on est à 4 semaines de tournée d'un film, comment on annonce ça à Netflix, comment on annonce ça à M6, comment on annonce ça à TF1 ? On commence à peine à nous faire confiance. Et là, la vie vient nous mettre finalement des bâtons dans les roues avec un artiste qui nous claque entre les doigts alors que tout est signé. Et Max me dit, attends, viens, on propose à Gérard. Et donc, on appelle les auteurs et on leur dit, attendez, est-ce que si on propose à Gérard Jugnot, est-ce qu'on peut passer de l'histoire de 2 frères dans le film à l'histoire d'un père et d'un fils ? Et les auteurs nous disent, ouais, si vous arrivez à provoquer cette chance et qu'on y va, nous on s'adapte. Go, allez-y. Et donc j'écris à Gérard Jugnot. Gérard, Maxime lui écrit sur Instagram en me disant merci pour cette période au théâtre. On venait de se quitter, tu vois, du théâtre. Est-ce qu'on a un film à vous proposer ? Voilà. Et donc je le joue franc jeu, j'écris un mail à Gérard qui lui envoie son mail et je dis voilà, monsieur Jugnot, je vais pas vous mentir, on vient d'avoir l'annulation d'un comédien et on rêvait de vous dans un rôle et en fait on est en train de se dire que peut-être que le rôle principal, du moins le duo principal, c'est vous et Gérard et Maxime, et qu'on pourrait très vite transformer ça en l'histoire d'un père et un fils un peu teubés au milieu d'une montagne qui vont se faire mettre à l'amende par 2 gosses de 9 et 12 ans dans un écolodge. C'est notre Madeleine de Proust à tous, quoi. Et il lit en 24 heures. Je lui envoie le jeudi à 18h, il me rappelle le vendredi à 18h. Il dit écoutez, j'ai lu, j'embarque et je suis dispo. Gérard Jugnot qui est disponible 3 semaines après pour 2 mois de tournage. Truc qui n'arrive jamais. Donc là, j'appelle mes coproducteurs et je dis bah c'est bon, on a Gérard Jugnot. Et en fait, quand je te disais des mauvaises nouvelles, c'est finalement la vie qui te dit non gars, attends, fais-moi confiance, la direction dans laquelle tu vas, c'est pas la bonne. Va plutôt à gauche. Et en fait, les partenaires sont tous beaucoup plus emballés d'avoir Gérard Jugnot. Imagine. Et en fait, ça nous amène un public beaucoup plus large, parce que ça va toucher les seniors qui ont confiance en Gérard. Et en fait, ça amène une touche de tendresse. Ça amène une confiance en l'œuvre qui fait que les grands-parents vont amener leurs petits-enfants au moment de la sortie du film. Toute la crédibilité que Gérard Jugnot emporte avec lui. Bien sûr. Et en fait, je pense qu'on a gagné des centaines de milliers d'entrées avec Gérard, en dehors de l'œuvre, qui est hyper cool, défendable. C'est un beau film dont je suis très fier aujourd'hui. Quand je vois mes neveux et nièces de 7 ans se marrer devant Gérard qui tombe dans les pièges, etc., c'est un bonheur ultime. Et en fait, on a su provoquer la chance, dire bon, attends, on a rencontré Gérard, est-ce qu'on lui propose ? Tac, tac. En fait, c'est ça, quoi. Et c'est formidable, et on a fait 730 000 entrées. Et là, on repart pour le 2 dans 4 semaines, qui tourne dans un aqualand à Fréjus. Toujours avec Gérard et avec Maxime, qui est devenu maintenant un ami, Gérard, parce que on apprend à se connaître sur Il n'y a pas de réseau, et je pense qu'il voit en nous des jeunes qui juste avons envie de se marrer et qui sommes... Alors, on est sincères, en fait. Ouais, on voit pas, mais on voit pas que des gens qui ont envie de se marrer. Est-ce que tu dis depuis le début, à chaque fois que tu me parles de quelqu'un, tu me dis lui c'est devenu un pote, lui c'est devenu un ami.
Ouais, alors il y en a très peu qui sont devenus des amis. Il y en a une dizaine qui sont devenus des amis. Et les autres, c'est des potes du métier avec qui je m'entends très bien. Tu peux pas avoir 50 amis, c'est ingérable. En revanche, voilà, Maxime l'est, Gérard est devenu un ami. On est parti en vacances ensemble l'année dernière. On passe chez lui déjeuner dans le sud quand on peut. Et c'est génial de vivre ça. C'est génial de finalement te dire que ta sincérité et ta sensibilité, à un moment donné, touchent d'autres gens. C'est super parce qu'on est quand même dans un monde nourri par le sang et par le séparatisme, par les extrêmes qui font qu'un truc, c'est séparer les gens. Et quand tu vois des mecs qui ont 73 ans, des monuments de la comédie française, qui finalement te regardent en disant je t'aime bien toi, allez viens déjeuner et que tu crées des relations avec ces gens-là, tu vois, c'est ce qui, je pense, t'aide à traverser un peu les années. Il y a un bordel ambiant au milieu, mais il y a quand même des choses qui nous rendent heureux, quoi. Et cette aventure, elle fait partie des aventures qui me rendent très heureux. Parce que tu as fait ta place quand même dans le milieu maintenant. Ouais. Tu te sens à ta place en tout cas. Oui, je me sens à ma place. Je me sens légitime. Il y a toujours eu ce syndrome de l'imposteur. Plus trop dans le spectacle parce que ça fait 15 ans. Dans le cinéma encore un peu parce que ça fait 4 ans. Et en même temps, c'est en allant au gaufre et en disant ouais, ça va, c'est bon, je suis légitime en fait autour de ça. Ouais. Que tu y arrives. Et peut-être qu'au moment où tu vas te croire trop légitime, tu sais, la vie elle va te remettre le petit défi là. Ouais, et puis ça sera un bon défi. Il faudra l'accepter et le traiter comme il se doit, tu vois. Mais je sais pas, c'est une succession de bonnes et de mauvaises nouvelles qui font que le tracé il est plutôt cool, tu vois. Je pense que c'est principalement ce qu'il faut retenir dans nos vies, c'est se réadapter et choper la chance au passage et provoquer la chance. En fait, on a le nom d'office. Quelle conclusion? Non, mais tu vois, oui. On a le nom d'office, donc allons chercher un oui si on peut, quoi. Si tu reviens, c'est un peu ma petite question, mais tu sais, j'aime bien essayer de me dire toutes ces choses que tu as réussi à mettre sur ton chemin, que tu as toi-même finalement, sans le vouloir ou en le voulant, provoqué et qui t'a emmené aujourd'hui à faire des déj avec Gérard. Je me permets de l'appeler Gérard. Tu peux l'appeler mon judge même, si tu veux. Mais ça, tu sais, l'étudiant, l'étudiant là qui avait mal au poumon, tu lui dirais quoi là d'aujourd'hui quand tu es en train de déj avec le judge? Ralenti, tout va bien se passer. Surtout, je pense. Parce que j'ai eu pendant des années une espèce d'urgence à devoir y arriver, mais ça, tu comprends que ça remonte à plus loin. Mon père est décédé quand j'étais jeune, donc si tu veux, t'as plein de trucs qui font que t'es l'homme que t'es aujourd'hui. Donc j'aimerais lui dire, tranquille, tout va bien se passer, fais confiance dans la vie, mon pote, et reste fidèle à tes convictions, et tout va bien se passer. Ça va prendre le temps que ça prendra. Ça prend jamais le temps qu'on pense que ça va prendre. Mais ça prend toujours la temporalité est toujours la bonne. C'est-à-dire que je ne pourrais pas gérer ce que je gère aujourd'hui à 5 ans. Je serais complètement dépassé. Donc il faut accepter de prendre le temps. Et j'ai pu gérer ce que je devais gérer au moment où je pouvais le gérer. Voilà. Et aujourd'hui, je te disais tout à l'heure quand on buvait un café, plus tu montes des gros projets, plus tu as des grosses emmerdes. Mais ces grosses emmerdes, j'arrive a priori à les surpasser ou à les gérer parce que tu as de l'expérience. Et qu'en fait, au bout de 17 ans de carrière, qui n'est pas une grande carrière, qui est un bon début de carrière, c'est pas mal. Tu dis, bah, t'as déjà vécu 450 tempêtes. Là, c'est la 451e. Frérot, calme-toi, tout va bien se passer. Tu peux être à un moment donné essoufflé, tu peux en avoir à le cul, tu peux en avoir envie d'arrêter. Mais dans ce cas-là, tu prends un train et tu vas voir la mer 3 jours, et puis tu vas voir tes potes, et puis tu vas vivre autre chose, et puis tu vas te nourrir d'autres choses, et puis tu reviens à la tâche. J'ai compris très tard à quoi servaient les vacances, par exemple. Non, mais c'est tout con. En fait, quand tu es entrepreneur, tu te dis ouais, mais si je suis en vacances, il y en a un autre qui travaille pendant que moi je travaille pas. Mais en fait, les vacances, c'est là pour te redonner de l'énergie, que tu dormes, que tu reprennes un peu de boost, que tu reprennes des idées. Du cerveau disponible, de la bande passante. Donc c'est normal d'en avoir plein le fion 10 fois par an. C'est quand les prochaines vacances là? C'est le 18 avril et je pars notamment avec Maxime Gastoy et Camille Combal au Maroc. Et leurs femmes et enfants respectifs. Et ben, tu salueras Maxime. Ben, je l'embrasse très fort de ta part. Aussi. Ben oui, bien sûr, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Et merci.
Bah, merci à toi. Je sais pas, je suis parti dans plein de... On est parti exactement où il fallait C'est partir. vrai? C'était magnifique. Ah, magnifique. Bon, bah, si t'es content, je suis content. Je suis très content. Merci d'avoir écouté Ben. Et merci à Maxime de m'avoir invité, du coup. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, laissez-nous un Il faut petit dire ça, message. il faut faire comme ça, là. Ouais, exact. C'est le... en bas. Par ici. Et à très vite. Ciao.